La liberté d'un individu doit se limiter à ne pas nuire à celle d'un autre. Imagine une salle pleine de monde. Tout le monde parle, débat, crie peut-être même. Mais toi, on t'impose le silence. Ta voix n'a pas le droit d'exister. Voilà l'un des cauchemars que voulait éviter à tout prix. Enfant prodige, il lisait déjà les philosophes grecs à l'âge où d'autres apprennent à écrire leurs prénoms. Élevé pour devenir l'héritier intellectuel de Jeremy Bentham, il aurait pu se contenter de répéter ses leçons. Mais Mill a choisi de réinventer la pensée qu'on lui avait transmise. Son époque, marquée par le fracas des usines, l'essor des villes et les passions de la démocratie naissante, l'a poussé à se poser une question simple mais cruciale. Comment bâtir une société où l'individu respire sans étouffer les autres? Pour Bentham, le bonheur se calculait comme une somme, le plus grand bonheur du plus grand nombre. Mais Mill a senti qu'il manquait quelque chose d'essentiel, la profondeur. Le bonheur, ce n'est pas seulement accumuler des plaisirs, c'est s'élever, apprendre, aimer, s'engager. Et c'est ce qui fait de lui un penseur incroyablement actuel. Dans cette vidéo de sagesse intemporelle, tu vas découvrir son histoire et comprendre comment il a transformé l'utilitarisme en une philosophie du bien-vivre. Tu verras pourquoi il a défendu avec force la liberté individuelle, comment il a eu le courage d'affirmer que les femmes devaient avoir les mêmes droits que les hommes, et pourquoi il croyait que la démocratie ne peut fonctionner qu'avec une éducation solide. À la fin, tu repartiras avec des clés pour comprendre ton monde, mais aussi pour éclairer ta propre vie. Alors pense à aimer, t'abonner et activer la cloche. Ça ne sert pas seulement à soutenir la chaîne, ça t'assure aussi de recevoir d'autres sagesses intemporelles qui, comme aujourd'hui, peuvent transformer ton regard. Reste bien jusqu'au bout, car ce que Mill a à nous transmettre n'est pas seulement une idée abstraite, c'est une invitation à vivre ta liberté avec plus de courage et plus de clarté. Le plus grand bonheur du plus grand nombre est la mesure du bien et du mal. Cette formule, Mill ne l'invente pas. Elle vient de Jeremy Bentham, son maître, qui voyait la morale comme une équation. Une action est bonne si elle maximise le plaisir et réduit la souffrance. Simple, direct, presque mathématique. Mais pour, quelque chose clochait. Car si on suit cette logique, le plaisir de manger une glace et celui de lire un grand poème ont la même valeur tant qu'ils procurent du bonheur. Mill refuse ce nivellement par le bas. Il introduit une distinction capitale. Il y a des plaisirs supérieurs et des plaisirs inférieurs. Les plaisirs inférieurs, ce sont ceux du corps et de l'instant. Manger, boire, se divertir, chercher le confort. Rien de mauvais en eux, mais ils ne suffisent pas à bâtir une vie digne. Les plaisirs supérieurs, eux, sont ceux de l'esprit. Réfléchir, découvrir une vérité, s'émouvoir devant une œuvre d'art, s'engager pour une cause, développer son sens moral. Ceux-là enrichissent, élèvent, transforment. As-tu déjà remarqué qu'un moment de distraction passe vite, alors qu'un livre ou une conversation profonde peuvent marquer ta vie pour toujours? C'est exactement ce que Mill voulait dire. Tous les plaisirs ne se valent pas. Certains t'endorment, d'autres t'éveillent. Avec cette distinction, Mill humanise l'utilitarisme. Il ne s'agit plus seulement d'ajouter des points de bonheur dans une colonne, mais de se demander quel type de bonheur rend une vie vraiment épanouie. Voulons-nous une société de consommateurs repus mais vides de sens, ou une société d'individus capables de grandir, de créer et d'aimer avec profondeur? Mill transforme ainsi une simple règle arithmétique en une véritable philosophie de l'épanouissement. Il nous tend une boussole, choisir la qualité plutôt que la quantité, viser non pas le plaisir le plus facile, mais celui qui nous rend plus grands. La seule liberté digne de ce nom est celle de poursuivre notre propre bien à notre manière, tant que nous n'essayons pas de priver les autres du leur. Dans De la liberté énonce un principe révolutionnaire pour son époque. Chacun doit être libre de penser, de parler et d'agir comme il le souhaite, à une condition simple mais fondamentale, ne pas nuire à autrui. C'est ce qu'il appelle le harm principle, ou principe de non-nuisance.
Imagine une bulle invisible autour de chaque personne. Tu es libre de faire ce que tu veux, tant que tu ne percais pas la bulle de l'autre. La liberté n'est pas l'absence de règles, c'est la possibilité d'explorer, d'expérimenter, de se tromper même, tant que ça ne détruit pas la liberté des autres. Émile va encore plus loin en défendant la liberté d'expression. Et si l'idée que tu trouves absurde ou choquante contenait malgré tout une part de vérité que tu n'avais pas vue? Pour lui, réduire quelqu'un au silence, c'est priver l'humanité entière d'une occasion de progresser. Une opinion minoritaire peut être fausse en grande partie, mais elle peut aussi contenir une étincelle de vérité qui pousse la société à avancer. Ce courage intellectuel était nécessaire à son époque, où la démocratie grandissante risquait de créer une nouvelle tyrannie, non plus celle d'un roi, mais celle de la majorité. Mille alertes, la foule peut devenir un nouveau despote, imposant son opinion et écrasant les voix divergentes. Son message est brûlant d'actualité. Dans un monde saturé par les réseaux sociaux, où chacun juge et condamne en un clic, il nous rappelle que la vraie liberté, ce n'est pas d'être entouré uniquement de ceux qui pensent comme nous, mais d'autres. L'assujettissement des femmes est un obstacle majeur au progrès humain. Ces mots, John Stuart Mill les écrit en 1869 dans un ouvrage qui fit scandale à son époque. L'Angleterre victorienne était encore un monde où les femmes n'avaient ni droit de vote, ni accès équitable à l'éducation, ni indépendance juridique. Elles étaient confinées au foyer, réduites au silence. Et pourtant, Mill ose affirmer publiquement que cette situation est non seulement injuste, mais qu'elle freine le progrès de toute l'humanité. Car en privant la moitié de la population de ses droits, on prive la société d'une immense richesse d'intelligence, de créativité et d'énergie morale. Comment avancer quand on se prive volontairement de la voix de la moitié de ses habitants? C'est la question que Mill pose à ses contemporains et qui résonne encore aujourd'hui. Son engagement ne restait pas dans les livres. Élu député à la Chambre des communes, il défendit ouvertement le droit de vote des femmes et soutint les premières pétitions féministes. À une époque où beaucoup riaient ou s'indignaient de cette idée, lui eut le courage de l'assumer à voix haute. Pour Mill, l'égalité n'est pas une faveur que les hommes accordent aux femmes. C'est un droit naturel, une condition de justice et une extension logique de son principe de liberté. Si chaque être humain doit pouvoir choisir sa vie, alors pourquoi les femmes en seraient-elles privées? Avec ce une démocratie sans citoyens instruits n'est qu'une illusion de liberté. Pour John Stuart Mill, voter ne suffit pas. Déposer un bulletin dans une urne n'a de sens que si les citoyens sont capables de réfléchir, de comparer, de juger par eux-mêmes. Il craignait ce qu'il appelait la tyrannie de la majorité. Quand une foule vote sans réflexion, guidée seulement par ses émotions ou ses intérêts immédiats, la démocratie peut devenir un nouvel instrument d'oppression. Ce n'est plus un roi qui écrase les individus, c'est la masse. C'est pourquoi Mill plaçait l'éducation au cœur de tout projet politique. Pas seulement une école où l'on apprend à lire et à écrire, mais une véritable formation de l'esprit critique, une école du jugement et de la responsabilité. Car à quoi sert la liberté d'expression si personne n'a appris à écouter et à réfléchir avant de parler? Mill voyait la démocratie comme une aventure collective. Les citoyens ne doivent pas être des spectateurs passifs, mais des acteurs engagés. Voter en conscience, débattre avec sincérité, s'informer, participer à la vie publique, ce sont des droits, mais aussi des devoirs. Et ce message reste incroyablement moderne. À une époque où les fausses informations circulent plus vite que la vérité, Mill nous rappelle que la démocratie n'est vivante que si les individus prennent le temps de penser par eux-mêmes. La liberté n'est pas un acquis définitif. Elle doit être entretenue, cultivée et défendue chaque jour. Avec cette vision, Mill boucle son projet, unir le bonheur, la liberté, l'égalité et l'éducation dans une philosophie tournée vers l'avenir. Une sagesse intemporelle qui résonne encore aujourd'hui. Une personne dont les désirs et les goûts sont fixés pour elle par les autres n'a pas de vraie liberté. Nous avons parcouru ensemble l'héritage de. D'abord, il a repris l'utilitarisme de Bentham en lui donnant une âme, en distinguant les plaisirs supérieurs qui élèvent de ceux
qui n'apportent qu'une satisfaction passagère. Ensuite, il a défendu dans De la liberté le principe simple mais puissant. Chacun doit être libre de vivre comme il l'entend, tant qu'il ne nuit pas aux autres. Puis il a osé s'engager pour l'égalité des sexes, affirmant que priver les femmes de droits revenait à amputer l'humanité de la moitié de son potentiel. Enfin, il a montré que la démocratie n'est réelle que si elle s'appuie sur l'éducation et sur des citoyens capables de penser par eux-mêmes. Ces 4 idées forment un chemin cohérent, comme les pierres d'un pont qui mène vers une vie plus solide, plus juste et plus lumineuse. Ce chemin n'est pas sans effort.